bien, bonjour à tous. On arrive ce matin donc sur Caprinov et donc sur les Capri TV pour une nouvelle table ronde. Donc après une série de tables rondes hier, on va ouvrir cette journée donc sur un échange autour de l'avenir de la filière viande de chevreau. Donc pour cette filière, on accueille Franck Moreau. Donc Franck, vous êtes président d'Interbev et secrétaire général de la FNEC, avec un public de folie ce matin. Nous avons également Mathieu Leul. Donc Mathieu, vous êtes directeur de la société Leul Perriot, dont le siège se trouve à Thouars dans les Deux-Sèvres. Vous nous en direz un petit peu plus sur votre entreprise tout de suite. Et puis Sylvain Pied. Donc Sylvain, éleveur à Chemillé-en-Anjou, dans le département voisin qui est le Maine-et-Loire, je ne me trompe pas. Et vous êtes éleveur, vous êtes président de la section caprine de la FRSEA des Pays de la Loire et administrateur à Interbev Caprin. Voilà, donc merci beaucoup. Donc peut-être, voilà, pour commencer cette table ronde, avoir un petit échange sur voilà, ce qui s'est passé sur cette année 2020, cette année de Covid. Ça a perturbé un petit peu la filière. Donc Franck, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur cette année-là? Oui, assez rapidement. La période Covid est arrivée au moment, je dirais, le plus important dans notre filière de commercialisation sur la période de Pâques, où juste avant Pâques, donc, il y a eu les premiers confinements, les confinements dans les pays européens et qui sont des acheteurs importants sur nos chevreaux français, et ce qui fait qu'on s'est retrouvés autour du 15 mars, où les abatteurs nous ont alertés en fait qu'ils avaient perdu tous les marchés voilà, qui s'étaient engagés et qu'il n'y avait aucune perspective de commercialisation. Et ce qui a été décidé à ce moment-là, c'était malgré tout d'abattre l'ensemble des chevreaux présents sur le territoire. Et je tiens à signaler et à remercier justement les abatteurs d'avoir eu cette capacité de prendre de ce risque-là. C'est-à-dire au printemps, beaucoup de production, pas de marché, oui. Donc du stock, quoi. Voilà. En fait, tous les abattages, ça a été une grande partie qui a été mis en congélation directement. Mathieu, vous pouvez nous dire un peu ce que ça a donné? On revient vers vous tout de suite, Franck. Mais... Alors, moi, je veux déjà spécificité. Donc, moi, Mathieu Leul, on est un abattoir de lapins et de chevreaux. On fait à peu près 80% de notre activité en lapins et 20% en chevreaux, avec vraiment une activité, on va dire, de début septembre à la mi-juin en termes de volume d'abattage. Donc c'est clair qu'à la sortie de Pâques, mai-juin, à la fin de saison chevreau, on s'est retrouvé avec une montagne clairement de chevreaux dans les congélateurs. Hein. On parle d'une centaine de mille de chevreaux, 100 000 chevreaux à peu près, avec les marchés complètement fermés et pas forcément de demande. Et avec une difficulté aussi de ne pas casser le marché qui existait en termes de valorisation. Donc on s'est rapproché de la FNEC et puis on a tous œuvré pour essayer de trouver des solutions pour sortir de cette crise. D'accord. Donc on a reçu clairement des aides des pouvoirs publics pour gérer ces stocks-là. Et ça a été un peu difficile au début. On a dû aller chercher quelques marchés à l'étranger et puis ça s'est décoincé. Ça s'est décoincé à quelle période à peu près? Ça s'est décoincé, on a recommencé, on va dire, un mois de septembre, octobre 2020 avec moins de stock. D'accord. Par contre, une difficulté, c'est que comme il y a eu de la marchandise un peu moins chère sur le marché, d'arriver à conserver les prix de vente sur les pays étrangers. Ce qui est important de dire pour une activité comme nous le chevreau, c'est 70% de volume à l'étranger. D'accord. Ça veut dire qu'à un moment, quand vous avez des marchés qui sont un peu stockés, il faut arriver à remonter les prix et à recréer le besoin. D'accord. Juste peut-être revenir sur vous, Franck. Cette période-là, l'interprofession, comment ça se passe en fait pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé, quoi? Oui, le premier objectif, comme l'a dit Mathieu, c'était justement d'exprimer auprès des pouvoirs publics les difficultés qu'on avait et la nécessité de prise en charge sur les coûts de stockage et puis de perte de valorisation sur ces stocks. Donc les pouvoirs publics ont parfaitement joué le jeu et je tiens à les remercier très particulièrement parce qu'on est quand même une filière
qui a été écoutée. On a eu des réponses significatives. Et dans cette aide financière, il y avait un deuxième volet pour travailler sur les éléments qui ont été mis en évidence aussi avec cette crise, sur les fragilités de la filière. D'accord. Donc, c'était une obligation, enfin, oui, une obligation, je dirais, et je pense qu'on avait déjà réfléchi dans le cadre du plan de filière, mais on a concrétisé un certain nombre d'actions nécessaires. Et on a été aidé aussi par les pouvoirs publics, par une mission CGAER. C'est un peu une contrepartie. On vous aide, mais en contrepartie, vous structurez quoi? C'est des contreparties logiques, Bien sûr. fait, d'une aide qui doit permettre à un moment donné de structurer une filière, d'apporter les moyens nécessaires justement pour évaluer les difficultés et chercher les solutions pour pas que ça recommence. D'accord. Donc voilà. Donc il y a eu toute cette réflexion d'un deuxième temps qui a permis de mettre en évidence justement ces faiblesses et de travailler pour sortir justement d'une éventualité de retomber dans le même travers, quoi. Je vous propose de revenir sur cette structuration dans 2 minutes. Juste avant, peut-être Sylvain. Donc vous êtes éleveur. Qu'est-ce qui s'est passé dans les exploitations à ce moment-là et quelle était la difficulté? Parce que quand même, le chevreau, c'est quand même de la valeur pour les éleveurs laitiers que vous êtes majoritairement. Ah, votre micro n'est pas... Oui, quand on est arrivé sur cette phase-là, on a tous eu un peu peur parce que les chevreaux étaient nés pour une partie et puis étaient dans les fermes et prêts à partir. Donc des chevreaux qui restent tous les jours, ça coûte. Donc on se dit, mais s'ils partent pas, comment on fait? Quelle place on a? Parce que les bâtiments ne sont pas extensibles non plus. Donc on a eu peur à ce moment-là. Malgré tout, comme l'a dit Franck, les abatteurs ont joué le jeu de tout abattre. Les pouvoirs publics nous ont aidés pour passer cette phase-là. Et on n'a pas eu de conséquences directes sur l'exploitation de chevreaux qui sont restés dans les fermes. Et ça, c'est un très très bon point parce que je pense qu'on aurait eu peur et je ne sais pas comment on aurait pu tous gérer ce phénomène-là. D'accord, les chevreaux sont partis. Il y a eu des discussions sur le prix par contre quand même un peu, comment ça s'est passé? Sur le prix, nous, aujourd'hui, on nous donne un prix quand on vient les chercher, on l'accepte parce que de toute façon on ne négocie pas, ça ne se négocie pas aujourd'hui. Oui. Donc le prix il est tel quel et puis ils partent comme ça. D'accord. L'important pour vous c'était de déstocker, quoi, de ne pas avoir à alimenter, en fait, avoir des charges d'alimentation sur des animaux qui pourraient ne pas être valorisés. D'alimentation et de place, parce que c'est vrai que quand les chevreaux naissent derrière, ils prennent la place de ceux qui sont partis, entre guillemets, donc faut vraiment trouver la place pour les mettre, quoi, et les élever. D'accord. Donc, Franck, alors déjà peut-être, qu'est-ce que la crise a révélé en termes de fragilité et sur quoi vous avez travaillé au cours des mois suivants? Il y avait quand même aussi un objectif qui était clairement identifié dans le soutien des pouvoirs publics. C'était d'arriver au bout, je dirais, du processus, d'arriver à une situation de fonctionnement normal, entre guillemets. Quand je dis normal, c'est de retrouver la situation de 2019. D'accord. Donc c'est évident que les chevreaux ont été les prix ont chuté, mais ce qu'on peut comprendre sur la période particulière justement de mévente, de stockage et ainsi de suite, où l'aspect offre-demande et ainsi de suite a amené justement une situation où le chevreau a baissé côté naisseur. L'objectif et notre objectif commun, c'est bien de retrouver une situation normale. Et la situation normale, c'est de retrouver ces niveaux de prix et de travailler sur les différents leviers et sur l'évidence des problématiques qu'on a eues. Dans les problématiques qu'on a eues, et je vais en citer quelques-unes, vous pourrez en rajouter aussi, Mathieu, si tu le souhaites, c'est notre dépendance aujourd'hui au marché d'exportation. Aujourd'hui, c'est entre 60 et 70% du marché à l'export, avec un marché national qui va plutôt déclinant. Et de ce fait, cette dépendance à l'export, et on l'a vu particulièrement sur la période Covid, c'est vraiment ça qui a mis à mal. Donc il y a bien dans le projet Prospective cette idée de reconsolider la production, la consommation française. Donc ça, nationale, d'accord. Voilà, essayer de basculer un petit peu, partir vers du 50-50 ou ce serait l'idéal, j'imagine. Et sachant que le pas de temps, c'est de 5 à 10 ans, et on en a convenu au sein d'Interbev sur la réflexion qu'on a menée. On ne change pas un marché, on ne change pas les habitudes de consommation du jour au lendemain. Donc il faut du temps. C'est de l'investissement aussi. Donc il faut donner le temps aussi de l'investissement. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un point qu'on avait déjà travaillé, c'est la charte de bonne pratique d'élevage du chevreau. On en parlera peut-être un peu plus précisément tout à l'heure, mais qui a un élément aussi important qui touche à plusieurs
à plusieurs sujets. Il y a la question de l'engraissement en ferme. Donc aujourd'hui, on a vu vraiment la dépendance forte aux ateliers d'engraissement. Mais voilà que les ateliers d'engraissement se sont constitués dans le développement de la filière. Moi, j'ai connu un monde sans engraisseurs. Mais quand la filière s'est fortement développée, on est quand même une filière qui a pratiquement doublé son volume en une trentaine d'années, peut-être plus même. Donc en fait, on a sous-traité, nous les éleveurs, pour des problèmes d'organisation, ainsi de suite, cet élément-là. Donc c'est un élément qui a été aussi très prégnant dans la crise. C'est-à-dire que dans votre organisation, vous voulez structurer également le travail avec les engraisseurs? Oui, c'est structurer avec les engraisseurs et c'est donner une possibilité, notamment sur des périodes de forte production et ainsi de suite, d'avoir peut-être une partie engraissement à la ferme. Et il y a aussi dans cette partie engraissement à la ferme la partie de la vente directe. La particularité de notre filière, c'est qu'on a la moitié de nos éleveurs qui sont des transformateurs à la ferme, des gens qui sont face aux clients et qui sont en capacité justement de pouvoir valoriser du chevreau en direct. D'accord. Donc il y a cette question-là. Donc derrière cet aspect-là, il y a la question de l'abattage. Oui. Parce qu'en fait aujourd'hui, on a quelques abattoirs prestataires, mais qui sont pas évidemment pas spécialisés sur le chevreau. On en perd, je dirais, pas chaque mois, mais quelques-uns tous les ans. Et la question de l'abattage, c'est une question importante justement pour permettre cette vente directe et qui permettra aussi de remettre à l'esprit du consommateur cette viande de chevreau parce que c'est perdu. Ça veut dire que vous œuvrez pour multiplier les outils d'abattage, pour aujourd'hui en remettre sur le terrain. On avait effectivement la question hier d'un jeune éleveur. C'est déjà préserver les outils qui existent en prestation de service. Et puis permettre à des éleveurs, soit sur de l'abattage en ferme, soit sur des ateliers d'abattage agréés, bien sûr, sur les fermes. On parle beaucoup aujourd'hui d'abattage mobile. Donc il faut y regarder, il faut qu'on expertise et qu'on donne cette possibilité-là. C'est-à-dire que le marché national pourrait être reconquis grâce au développement de ces outils-là. Voilà, tout à fait. Il y a cet aspect-là. Et puis on a aussi tout le travail qui est mené au sein du CASDAR Val-Camry sur la découpe du chevreau. Et sur le modèle produit aujourd'hui qu'on propose aux consommateurs. Quand je dis ça, c'est pas, c'est pas une critique vis-à-vis des opérateurs, mais parce qu'ils ont aujourd'hui un système optimisé justement sur ces découpes, et Mathieu pourra en parler. Et par contre, avoir une découpe sur un modèle produit qui corresponde mieux justement au ménage d'aujourd'hui, à la consommation d'aujourd'hui, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. D'accord. Donc la restructuration, en fait, ça a été en gros, définir quels étaient les différents maillons de l'amont, donc l'élevage naisseur, on va dire, et le développement des ateliers engraisseurs et comment on crée de la relation entre les deux. Ça a été aussi donc d'essayer de travailler, vous parliez tout à l'heure alors pas le... Oui, la restructuration, le bien-être animal, en fait, c'est ça. Comment élever correctement pour satisfaire aux besoins, la charte, pardon, pour satisfaire aux besoins des consommateurs. Et puis après, essayer de travailler sur la partie abattage. Et là, vous parliez d'investissement. Pardon. Non, mais juste dire qu'au sein d'Interbev, on travaille sur la promotion avec Eau du Chevreau depuis pratiquement la première année que la section a été constituée. Et puis Gotober maintenant, qui est plus un aspect qualitatif et de communication. Donc la communication, elle était là. Sur sa gestion de crise, il y avait quand même une question aussi prégnante dans nos discussions, c'était la relation filière viande, filière lait. Au travers de cette question-là, donc il y a eu un soutien de l'ANICAP sur l'année 2020 sur la promotion donc, de la filière chevreau. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait de cette manière-là. On sait qu'on avait cette ligne rouge que les producteurs ne voulaient pas passer. C'est l'idée de se dire qu'il faudrait que les éleveurs, les naisseurs donnent leurs chevreaux pour consolider économiquement la filière viande. Donc ça, c'est quelque chose, si on a besoin de développer justement la charte et ainsi de suite, il faut qu'on puisse avoir justement cette rémunération. D'accord. Ça a été un sujet prégnant, mais aujourd'hui, le chevreau, il a un marché. Alors, il est compliqué, il est ce qu'il est. Mais ce marché-là, aujourd'hui, et pour en avoir... parler avec une autre mission CGR sur le bien-être animal, le chevreau, c'est pas le poussin mâle. Le chevreau, il a son marché. Il existe. Donc comment travailler ce marché? Voilà, il faut qu'on le travaille et qu'on arrive justement, et je pense qu'on est arrivé là dans cette phase de construction. Je dirais que les gros débats, les discussions, je dirais, assez virulentes qu'on a pu avoir les uns avec les autres,
faut qu'on dépasse ça aujourd'hui. Je pense qu'on a la capacité de l'avoir dépassé. Et je pense qu'on va être capable justement d'avancer et de construire quelque chose, quoi. Donc c'est restructuré pour aller chercher de la valeur, pour rémunérer notamment les chevreaux dans les exploitations. Mathieu, on a parlé de l'outil industriel. Alors ces marchés, ces nouveaux marchés qu'il faut aller chercher, comment est-ce que vous envisagez de le faire? Franck a parlé d'investissement aussi dans les outils. Enfin voilà, dites-nous en un peu plus sur ce maillon. Alors nous, ce qu'il faut savoir, la spécificité de nos abattoirs, c'est qu'on travaille plutôt sur des chevreaux légers. Contrairement à la volonté de développer des Valcabri, on va dire, avec des chevreaux plus lourds. Donc plutôt attribués vers les animaux de boucherie. Ce qu'on peut se dire dans la vente de chevreaux en France, c'est qu'il y a une partie qui se fait beaucoup pendant les fêtes, c'est-à-dire Noël et Pâques, où on a une vraie consommation, une vraie demande et où on a un produit qui arrive dans les rayons. Donc aussi bien dans les rayons traditionnels que dans les rayons libre-service en barquette. Par contre, c'est vrai que hors ces périodes festives, on a beaucoup de mal à faire commander, on va dire, des chevreaux à nos clients. Aussi bien en quart qu'en demi-chevreaux et même sur les rayons traditionnels. C'est important qu'on ait dans la réflexion de nos distributeurs et dans leurs rayons, que pour vendre du lait dans les supermarchés ou avoir du fromage, il faut pouvoir gérer la viande et la valoriser jusqu'au bout pour tout le monde. Quand vous parlez de vos clients, là vous parlez clients nationaux, plutôt grandes surfaces. Des grandes surfaces, des Leclerc, des Carrefour. Voilà, et plutôt le marché national, là on ne parle pas du marché export. Le marché export, il ne sera jamais lié à la découpe, il faut être clair. C'est beaucoup de la pièce entière parce qu'on est en concurrence avec des marchés des Grecs ces clients-là préfèrent acheter de la pièce entière qu'ils découpent eux-mêmes. Donc tout l'enjeu dans la filière, c'est comment on arrive à redimensionner et à recréer de la demande en chevreaux dans nos grandes surfaces et dans nos magasins. Donc là, c'est important quand on a les situations, les promotions haut du chevreau. Après, on reste une petite filière et avec des petits moyens au sein d'Interbev. C'est important qu'on arrive à trouver des solutions pour avoir un peu plus de moyens pour communiquer sur cette viande-là. C'est 2 opérations haut du chevreau l'année dernière dans les magasins. C'est une opération Goteber, mais on a besoin de se faire entendre. Et on a besoin du soutien de toute la filière, de la filière boucherie, etc. Pour vous, l'enjeu, c'est plus de communiquer pour rétablir en fait la consommation de chevreaux que de travailler à un reconditionnement, à des nouvelles découpes, à des nouveaux produits. Ça se fera, mais le problème, si vous voulez, quand vous regardez, on va dire, l'agneau, il y a beaucoup de découpes qui se font en magasin. Il y a beaucoup de promotions qui se fait via le boucher. Parce qu'il est prescripteur, il va conseiller son client derrière. Et il amène le client vers un produit à le faire découvrir. Dans le libre-service, on a vu notre découpe, on travaillait beaucoup sur du demi-chevreau pendant les périodes festives, qui sont plutôt des gros morceaux. On a travaillé sur les quarts avant, quart arrière, pour pouvoir avoir des portions et répondre à l'évolution aussi du foyer, parce qu'on s'aperçoit que à la table, il y a de moins en moins de monde, c'est moins des plus petits foyers, donc il faut pouvoir répondre. Mais voilà, hormis c'est vraiment ces périodes de pic ou de promotion de catalogue où on va mettre le produit en avant, ce qu'on manque vraiment, c'est de fond de rayon. C'est du fond de rayon. D'accord. Peut-être Sylvain ou Franck, je ne sais pas trop lequel, la charte. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire un petit peu de cette charte et qu'est-ce que... Votre micro. Juste sur, je dirais, la naissance justement de cette charte. On est parti en fait d'une problématique d'utilisation des antibiotiques. Éco-antibio, on avait des filières qui avaient avancé, il fallait qu'on y avance et on s'est dit il faut qu'on y travaille aussi sur la filière chevreau. Et en fait, on s'est rendu compte dans la réflexion, d'abord qu'on n'a pas eu les soutiens publics pour travailler clairement sur éco-antibio, donc on travaille avec l'Institut, il y a des choses qui avancent. Donc on s'est dit mais c'est aussi les pratiques d'élevage. Et c'est là qu'on est arrivé à se dire il faut vraiment qu'on puisse faire évoluer les pratiques côté naisseur pour que les chevreaux arrivent en bonne santé dans les ateliers, qu'on ait moins de mortalité, et qu'on amène des plus-values économiques. Quoi. Ok. Voilà. Donc Sylvain, peut-être, vous êtes au courant de cette charte et de son contenu, vous êtes aussi éleveur. C'est quoi, en gros, l'application de cette charte pour essayer d'améliorer la valeur à terme dans la filière? Donc l'application de cette charte, elle est simple, c'est une charte de bon sens. C'est passer un peu de temps à l'élevage des chevreaux à la naissance pour avoir une meilleure valorisation derrière. Si je la fais court sur le chevreau, c'est ça, c'est vraiment passer du temps, faire prendre le colostrum, donner les premiers soins qui sont vitaux pour la durée de vie du chevreau et que ça se passe bien derrière, on a beaucoup moins de soucis. Donc c'est de passer du temps.
moyennant, je voulais juste réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut bien qu'on prenne en compte que le chevreau, ce n'est pas un sous-produit de nos exploitations, c'est un coproduit. Et un coproduit, ça a une valeur. Et donc, si on veut améliorer nos conditions d'élevage, ça passe automatiquement par un prix. Si les gens, on veut qu'ils passent du temps à élever les chevreaux dès les premiers jours, forcément, il faudra mettre une rémunération en face. Donc, une charte, il faut qu'on applique, il faut qu'on fasse mieux. On peut encore faire mieux, on peut toujours faire mieux, c'est évident. Mais il faut absolument que derrière, s'il y a une rémunération. Sinon, les éleveurs n'auront pas le temps d'y aller ou embaucheront pas quelqu'un pour faire le boulot. C'est vraiment ça le challenge de demain. L'idée, c'est de savoir que ça va être valorisé pour pouvoir investir sur le chevreau qui naît dans l'exploitation. Investir en termes de temps, en termes d'accompagnement jusqu'à... Tout à fait. Tout le but de construire une filière pérenne où tous les maillons de la chaîne puissent s'y retrouver. Donc, du naisseur à l'engraisseur et à l'abatteur. Et il faut que tout le monde passe par ce travail-là pour arriver à une valorisation du chevreau qui soit, on va dire, honorable pour une filière. Parce que je pense qu'il y a un avenir pour la filière chevreau. On a des choses à faire, on est en train de les faire. Franck l'a présenté tout à l'heure. Mathieu aussi a dit ce qu'il cherchait à faire, vers où on veut aller. Maintenant, vers tout ça, on a des coûts de production qui ont été déterminés. On a la loi Egalim qui est arrivée. Il va falloir qu'on s'en imprègne et qu'on la mette en place. Et puis il faudra qu'on discute des coûts de production, mais il faudra qu'on aille vers des coûts de production parce qu'on a un coût de production et c'est pas un sous-produit, c'est bien un coproduit de nos exploitations. D'accord, il y a aujourd'hui un outil législatif qui assure que vous aurez une rémunération parce qu'on ne peut pas passer en dessous des coûts de production. Aujourd'hui, investissons pour pouvoir fournir des chevreaux dans lesquels on peut avoir de l'ambition. Voilà, exactement. D'accord. Dans la charte, il est question d'un autodiagnostic, je crois. Oui, donc... Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une feuille à remplir avec des critères, des points bien spécifiques sur, par exemple, donner le colostrum le plus rapidement possible suite à la naissance, ne pas transporter des chevreaux avec le nombril pas sec, des chevreaux transportables. C'est que des choses de bon sens, mais des choses techniquement qui doivent revoir le jour, qu'on faisait peut-être avant, mais quand on perd une valorisation, on a du mal à le faire. On l'a laissé tomber un petit peu pour certains éleveurs qui en vendaient les chevreaux à 3 jours à des prix très bas. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à faire ça pour aller chercher de la qualité du chevreau qualitatif et de la rentabilité pour avoir moins de pertes de chevreaux, évidemment. Et puis derrière, pouvoir s'y retrouver tous. D'accord. Pardon, Franck, allez-y, je vous en prie. Juste rajouter que ces éléments de charte sont inscrits aujourd'hui dans le code mutuel. Dans le code mutuel. Le code mutuel, voilà, c'est justement une relation importante entre les deux filières en termes d'économie de moyens et de déploiement de l'outil, d'efficacité de déploiement. Donc tous les critères qu'on a aujourd'hui dans la charte chevreau sont présents dans le code mutuel. Donc on ne l'avait pas déployé jusqu'à maintenant, mais ça va donc se mettre en place avec la nouvelle mouture du code qui va arriver début 2022. Et de ce fait-là, il y aura une partie, parce que c'est quand même une démarche volontaire, mais voilà, la démarche volontaire, c'est comme le code mutuel, à un moment donné, il devient quelque chose qui s'impose. qui s'impose. Et déjà sur la population d'éleveurs qui sont adhérents au code mutuel, ça veut dire qu'ils seront aussi, et ils répondront justement à ces critères de charte. Et pour les gens qui ne sont pas au code mutuel pour l'instant, donc il y aura de toute façon un outil qui est aujourd'hui opérationnel pour qu'ils puissent remplir ces documents, la personne puisse remplir ces documents et les valider et sur un système web. D'accord. Voilà. D'accord. Le Egalim parle de contractualisation. Est-ce qu'on peut, quelle pourrait être la contractualisation donc, entre le producteur et son premier interlocuteur Alors, Mathieu? moi, je vais prendre un peu position. Moi, je vous ai dit, j'ai 2 métiers. Mon premier métier, c'est abatteur de lapins. Là, je vois une facilité dans la contractualisation d'Egalim parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui... Et puis, le marché est 100% franco-français vis-à-vis de nos lapins. Ça veut dire que mon distributeur n'aura pas le choix que de signer Egalim. La grosse difficulté qu'on a dans la réflexion d'Egalim, c'est qu'on est sur un marché étranger. 70% de nos volumes se mettent à l'export. Je suis en concurrence avec des Grecs, avec des Roumains ou des pays de l'Est. La difficulté, c'est que mes acheteurs au Portugal ou en Italie, ils ne connaissent pas Egalim. Et je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent, mais ils ne sont pas dans la même notion. Ce n'est pas une loi européenne, voilà. Elle s'applique au territoire national. Donc c'est comment gérer la valorisation de nos prix et pouvoir intégrer toute la filière dans la valorisation et qu'on y gagne tous.
là j'ai une difficulté quand même à visualiser les contextes de loi et comment ça va marcher. D'accord. Première chose, la grosse différence avec mon autre activité, c'est que je choisis mes volumes en lapin quand j'en ai besoin en fonction de mes ventes. Le chevreau, on a un pic de production qui est lié au lait, c'est-à-dire que pour avoir une production de lait, à tel moment, il faut que je produise des chevreaux à telle période. J'ai des semaines dans l'année, on va dire à partir de janvier-février, avant Pâques, où j'ai une capacité d'abattage qui va monter peut-être à, je vais vous parler de chiffres de 20 ou 30 000 chevreaux et je vais en vendre 5-6 000 en frais. Ça veut dire que le marché est capable d'en absorber. Et c'est comment on arrive à valoriser dans la congélation et le frais ces produits-là. Et là, ça reste un point qui est compliqué pour nous. D'accord. Qui est discuté en interprofession ou oui, bien sûr, bien sûr. Après, bien on sûr. est en train de travailler sur des indicateurs, sur des coûts de production. Après, je reviens juste à un point sur la charte qui me semblait aussi important de valoriser. L'intérêt de tout le monde dans cette charte, c'est d'avoir une viabilité des petits chevreaux. C'est-à-dire que on en a parlé, on a 3 métiers dans notre filière. C'est la personne qui va faire naître les chevreaux pour le lait, la partie engraisseur et la partie abatteur. Il faut absolument que dans ce processus de charte, on ait des animaux qui soient viables en petits chevreaux quand ils vont arriver dans l'outil d'engraissement. Pourquoi? Pour des raisons économiques, parce qu'à un moment, moins de mortalité, une meilleure profitabilité des chevreaux, ça améliore le rendu économique de l'engraisseur. Et puis, première chose aussi, on parle de antibiorésistance, etc. Plus on aura un chevreau de qualité à l'entrée de ces outils d'engraissement, moins on aura besoin d'utiliser des produits vétérinaires, bien sûr, s'ils sont malades. Mais voilà, ça sécurise la filière, ça sécurise aussi nos consommateurs de demain, parce qu'on doit vraiment être propre dans ce schéma-là. D'accord. Peut-être, Franck, le mot de la fin. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Oui. Il y a la partie Egalim qui est une approche quand même différente dans une petite filière comme ça. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de la réflexion, de regarder un petit peu comment ça va se mettre en place. Par contre, il y a bien un souhait de travailler sur de la contractualisation. Voilà, contractualisation qui va définir un prix, un volume, des saisonnalités, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un vrai travail qu'on a à construire. Donc il faut qu'on travaille aussi sur un modèle contractuel qui soit justement, qui puisse répondre à ces éléments-là. Mais je pense que ce sera aussi un élément structurant pour permettre d'apporter les bonnes solutions. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, on retrouve quand même une situation sur cette filière chevreau qui s'approche, je dirais, d'un fonctionnement normal, entre guillemets. Voilà, il y a encore des éléments à pousser, des efforts encore qui se feront, mais je ne suis pas inquiet, je pense qu'on va y arriver. On est dans un monde qui est devenu plus un monde de crise et des discussions de crise, mais plutôt de travail, je dirais, de prospective et de volonté justement de trouver ces solutions. On ne trouvera pas la solution à tout, mais je pense qu'on va faire bouger les lignes et que faire bouger les lignes, ça va donner quand même une autre image du chevreau. Et moi, si j'ai un message à passer, c'est vraiment cette image du chevreau, le travail qu'on fait aujourd'hui avec le stand d'Interbev. On est voilà, inscrit cet état d'esprit, justement, de le mettre en avant et que ça devienne quelque chose qui réintéresse tout le monde, depuis l'éleveur, l'engraisseur, l'abatteur, le consommateur. C'est-à-dire que le chevreau prenne vraiment cette notion de coproduit et pas cette de notion de coproduit, parce qu'on s'en est trop désintéressés, très clairement, les uns les autres, parce que voilà, on avait un modèle de fonctionnement qui n'était peut-être pas le bon, et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a des choses qui sont après se construire. Et je pense voilà, qu'on va arriver à sortir de l'ornière et trouver les solutions pour que chacun y retrouve son compte. D'accord, très bien. Et qu'on ait une filière qui soit complètement noble et respectable aux visions de tout le monde. Et qui rémunère le travail des éleveurs. Tout le monde, bien sûr, c'est la condition indispensable. Très bien. Sylvain, alors du coup, je pense que vous vouliez dire quelque chose. Je vous donne la parole et puis je vous remercierai après. Eh ben, oui, non, mais c'est exactement ce qu'a dit, c'est qu'il faut qu'on construise une filière sereine et que tous les maillons de la chaîne puissent vivre décemment de ce métier-là, parce que je pense qu'il y a un potentiel pour arriver à ça. Et il faut juste qu'on s'entende et puis qu'on construise ensemble les choses de demain, c'est tout. Donc une vraie feuille de route pour l'interprofession, quoi. Complètement. Très bien. Eh ben, messieurs, je vous remercie. Peut-être une question, si quelqu'un veut interpeller nos présents. Non. Eh ben, merci beaucoup, messieurs, et bonne journée à vous. Au revoir.